des murs de mots inondent le cœur du monde. Épars, dissimulés, inconséquents. Il s'évapore dans les confins gazeux d'un univers changeant. Inamovible, circonstancié, indéfini. Des mots visibles sur les murs des villes pour indiquer le nom des lieux. À droite. Parfois, le nom des lieux change. Attends. Les lieux ont à eux. Ils se modifient seulement. Les lieux, au final, ils ne bougent pas beaucoup dans l'espace. Vas-y, regarde. Là, Oui. Parfois, on coupe des maisons en deux. Ah, mais il y a des gens. Du coup, il n'y a plus de fenêtres. Qu'est-ce que tu dis? Bah, il y a des gens. Mais ça ne veut pas dire que l'endroit s'est déplacé. Enfin, j'ai pas l'impression. mais c'est là. Ouais. Oh. Bah ouais. Ah ouais. Oh, cette phrase, regarde. Ah ouais. Ouais, c'est. Regarde la phrase, tu vois. C'est le bordel, quoi. Hein? Le peintre de l'espace se jette dans le vide. Longtemps, cette phrase a résonné en moi, en creux, en écho, en la multiplicité étonnante comment dire, de moi. Je n'ai pas une admiration particulière pour l'art contemporain, ni pour ce peintre-là d'ailleurs. Le bleu m'attire aléatoirement, ses variations aussi. Tu sais, si tu y penses. Le bleu est une illusion, un leurre optique. Non, mais si tu y penses, hein? Si tu réfléchis à ça, quoi. Un leurre optique, un mélange incertain, transformé. Pourtant, ce corps, sur l'image. Ah, les corps! Nous, vous, eux? Comme s'il tombait d'un toit, tu vois. Comme s'il s'échappait dans le ciel. Ouais, bah les corps, c'est un peu un des rares trucs qui fait la jonction entre le ciel et la terre, hein? Avec les arbres aussi, et puis les maisons, les animaux. Bah, ça fait pas mal de choses en fait, hein? Un insecte aussi, il occupe un espace entre le ciel et la terre. Une fourmi, par exemple, elle est une sorte de matière coagulée qui se déplace à travers l'air. Quand il y a du vent, les fourmis doivent sentir un truc sous leur ventre. Oui, il ne traverse pas vraiment l'air, comme tu dis. Ah bon? Il ne tombe pas dans le vide en sautant de ce toit, tu vois. Mais se jette dans l'espace. Tu veux dire qu'il s'envole? Non, pas vraiment, non. Il stagne, il flotte, il demeure, mais sans être figé. Il est suspendu, mais sans attache. Et il s'appelle comment, au juste? Yves Klein, c'est écrit dessus. Yves plein, Yves Mais rien. non, Yves Klein, Klein. Ça veut dire petit en allemand. Ah, le plein est petit en allemand. Le plein, c'est comme l'infini. Il peut être petit ou grand, et ça ne change rien à rien. Par contre, peut-être que, avec sa logique mathématique, avec sa précision chirurgicale,
La langue allemande tente de remplir au maximum toutes les micro-fissures, toutes les macro-béances, histoire de tout contrôler, de tout nommer. Mais il était allemand, ce mec sans attache. Français, mais le français est imprécis, imagé, rempli de vide, de symboles, d'allégories, comme la musique contemporaine, tiens. Ou comme la calligraphie chinoise. Absolument. Eh ben voilà. Moi, je crois qu'on peut se représenter le vide n'est pas le néant. On faire le vide. On dit faire le vide, mais on ne dit pas faire le néant. Donc, évidemment, on a l'habitude de le faire dans les collisionneurs de particules. Parce que si les collisionneurs avec les collisionneurs entre elles, il faut pas qu'il y ait de stack. Avant, c'est les vides max. Proche du vrai vide qu'on arrive à écrire en quelque sorte. Ils sont presque la lune, je sais pas. Ouais, bon, après, vite, c'est. Est-ce que notre peut-être histoire. que son avis justement avec le. C'est pas cool. Mais il se trouve qu'avec la mécanique quantique, Le vide n'est pas le vide. le vide n'est pas tout à fait vide. C'est-à-dire qu'il est aussi, en fait, C'est un champ quantique qui permet ouais, c'est aux ça. particules d'exister. C'est Voilà. c'est ce qui permet aux particules d'exister. Et puis, bon, bah, il y a cette idée, l'équivalence de l'énergie et de la masse qu'on connaît d'Einstein. Et, en fait, le vide serait plein de particules qui ont une énergie mais inférieure à leur énergie de masse, donc elles n'arrivent pas à se matérialiser. Et on va dire que le néant, je ne sais pas si c'est vraiment une notion qui est visible ou qui est philosophique, mais Je pense que le néant, c'est justement. Il n'y a justement rien. dans le néant, il n'y a même pas. Il n'y a même pas la pensée pour le formuler en fait. Il y a une espèce de on efface, on enlève tout. Et ils vont dire, ah ben c'est pas compliqué, on va faire toutes les possibilités puis on prendra la meilleure. Et il y avait plus de 1000 phrases, donc il y a plus de possibilités que d'atomes dans l'énergie commune. C'est peut dire qu'ils y sont encore. Ouais. Si vraiment on avait les yeux pour voir, ce serait infini. Combien de fois vous avez fait le tour de la Terre avec le télescope? 7,32 fois. De la poussière d'atomes. Ça ressemble à quoi d'abord? Ah, rien. Ça ressemble au néant. Tu vois? Ok, mais tu fais comment pour voir le vide? Parce qu'il existe, non? Pour voir le vide, il faut construire quelque chose autour. On est donc coincé entre la matière, l'antimatière, plein, vide. C'est toujours la même chose en fait. Depuis toujours, tu crois? En quelque sorte, ouais. Que l'univers ait été créé par les inspirations et les expirations d'un dieu hindou, ou par la danse frénétique d'un autre, ou par une sorte de Big Bang
astrale. L'origine du monde est incertaine. L'origine du monde, c'est pas un putain de tableau. C'est pas des foutues théories cosmico-religieuses. L'origine du monde, c'est toi, c'est moi, c'est toutes les femmes du monde, dans tous les pays depuis toujours. Yeah, c'est clair, tu vois, ils ont compris. L'origine du monde Facile. est secrète et mystérieuse, puissante et invisible. Oh yeah. L'origine du monde est incandescente et moite, chimique et physique, suave et amère, comme l'étrangeté paradoxale de la beauté. Comme le malaise qui en jaillit parfois. L'origine du monde, c'est avant le verbe mais dans le corps. L'origine du monde danse dans les flux aqueux du devenir. L'origine du monde brûle comme tous les soleils de tous les univers enchevêtrés. C'est la friction des corps constitués qui la génère, qu'ils soient organiques, végétaux, cosmiques, telluriques. Mallory était impatiente en ce mois de juillet 1936. Pour la première fois, elle et des millions d'ouvriers français allaient bénéficier de congés payés. Une récompense méritée obtenue de haut. Il fait chaud, le monde vacille, mais un été d'une insouciance spontanée s'offre à elle. Mallory ne faisait rien comme les autres. Farouchement libérée et indépendante, fumeuse, enjouée, bonne vieille. Elle ne supportait pas la routine de ce mariage raté. Autour d'elle, une forme de jalousie jugeante s'était installée. Elle s'en foutait royalement, vivait à Ménilmontant et picolait un max avec ses amis. Pour ses premières vacances, elle n'allait pas faire comme tout le monde et aller à Marseille, à Nice, au Biarritz. Elle était tombée folle amoureuse d'un homme quelques années plus tôt. Un homme impressionnant, aux 1000 vies. Il avait perdu des mains pendant la Première Guerre. C'était un écrivain. Elle l'avait rencontré grâce à son amie Anaïs, une grande femme qui fréquentait cet autre écrivain américain, Henri quelque chose, un homme terrifiant, 40 ans, passionné, généreux. C'était un grand admirateur de Blaise. Quand il en parlait, ses mots flottaient, ses yeux brillaient. Et un jour, dans ce petit lycée de la rue de la Fourche, alors qu'il buvait du rouge bon marché avec Henri, alors qu'Henri espérait, son habitude, que les voisins payent leur addition car aucun d'eux n'avait de connu, voilà que cet homme au long menton débarque. Un mégot au bec, un chapeau magnifique, dont la marque m'échappe.
Cette voix, le regard, ses yeux, comme s'il avait vu toute la tristesse du monde, toutes ses convulsions, toute sa musique, tous ses rires, tous ses pays. Malheureux, c'était mes yeux. Le cœur battant à fourmille et ce truc dans le ventre. Il incarnait le mouvement de tout ce siècle endormi. Conscient de ses dérives à venir, mais jouissant de ses merveilles brillantes. Le cinéma, les grandes villes, la lumière, le voyage, les femmes, les hommes, les peintres, les comédiens, les musiciens. Il aimait les musiciens, mais il leur avait même dédicacé un long poème. Tu m'avais pas dit que c'était un spectacle sur la philosophie chinoise, là, qu'on devait préparer? Très bien. Tu sais, si les choses, les gens, les arbres, les maisons ne s'écroulent pas, ne s'effondrent pas, ouais, c'est soit qu'ils sont solidement ancrés dans le sol, soit qu'ils sont suspendus en l'air. Comme ton panne de l'espace, comme tous ces mots, toutes ces images. Ils sont pas en apesanteur, tu vois, ils tiennent. Ton panne, je sais pas, mais ces mots, ces images, bah, j'étais là quand ils les ont installés. Hein. Merci. Bah, j'ai pas vu de dieu hindou danser ou respirer ou d'astrophysicien déblatérant à propos des matières. À l'autre niveau. Bah, ils ont construit ça comme on construit une maison. Ouais, une cabane. Ouais, ou plutôt une cabane, ouais. Enfin, ce qui est sûr, ce qui est indéniable, c'est que c'est avec des échelles qu'ils ont installé ça. Avec des câbles, des cordes, des ficelles. Ouais, des bouts de ficelle. Ouais, des bouts de ficelle et surtout avec des pinces à linge. Ça y en a. Ouais, des pinces à linge. Tu sais, ça sert à éviter que les choses ne s'envolent. Enfin, ou qu'elles ne tombent. En fait. Tu sais, moi, quand Diane m'a proposé de participer aux 10 ans de son Kaleidoscope of Nothingness à la place des 6 pompes, il m'avait dit que, en quelque sorte, cet univers, c'était comme un nœud tellurique suspendu en l'air. Un quoi? Comme le silence, comme l'espace entre les lettres, comme l'invisible, comme le vide, comme l'infini. Vaste programme. Hey. Comme tu peux voir, attends, j'ai un accessoire pour ça, attends, là. Attends, hein, tu vas tout de suite voir ce que je veux dire. Comme tu peux voir, je joue une espèce d'astrophysicienne chinoise chevauchant les religions, les philosophies, les époques à dos de buffle. Je suis un peu Lao Tse plongée en plein 21e siècle, tu vois. C'est comme ça qu'il voit mon rôle, mais bon, Diane, c'est pas le roi de la mise en scène, hein. Il nous laisse un peu
Oui, il nous jette dans l'espace, il nous laisse un peu plonger dans le vide. Oui, en effet, oui. Tu sais, je t'ai pas vraiment rassuré, mais il m'énerve ce truc-là. Au départ, là. Oui. C'est un spectacle sans texte, basé sur une idée. Mais il y a un texte. Pourquoi il y a un texte? Et même peut-être une idée, à vrai dire. Bof, bof. Ouais. Si on considère qu'un texte est dans tous les cas, qu'il soit intelligible ou non d'ailleurs, est dans tous les cas un amas de symboles et de signes dont la juxtaposition ou l'empilement constitue une forme de sens, alors dans ce cas, dans notre cas, il y a un texte. Vide de sens peut-être, mais il explore le sens du vide. Non? Putain! Bah, par moment, je sais pas ce que je fous là. Oh, bah, arrête. Non, mais c'est vrai, je comprends rien à ce que tu dis. Je comprends rien à ce foutu vide. Non, puis les autres, ils ont l'air à l'aise avec ça, hein, regarde là. Hein? Ouais, c'est simple, au fond. Tranquille. Non, mais on nous dit maintenant que le vide est quelque chose, mais que le néant n'est rien. Ben, ils doivent bien exister ensemble, non? Je veux dire, au-delà des mots qui les désignent. Ils errent, ils avancent à vitesse aléatoire, épars, dissimulés, inconséquents, sans jamais se rencontrer. Un peu comme Lao Tzu et Confucius d'ailleurs. Car si tu t'en souviens bien, dans le texte, on en était là. Ah oui. À Confucius et Lao Tzu. Oui, c'est juste, c'est juste. Bon, alors, je recommence. Oh non, tu vas pas. Lao Tzu, ben, il était rigolo. Rigolo, d'accord. mais ça c'est du vocabulaire pour la philosophie chinoise. Oui, alors bon, c'est bah ça. d'accord, c'était un précurseur. Je veux bien. Mais quand même, quoi. Lao Tzu. Le mec pensait vivre dans Matrix, mais il y a 3000 ans. Vocabulaire de jeune, hein, c'est facile. Oui, bah chacun hein. ses références, hein. Des magots. Non, mais au bout d'un moment, ça tient pas debout, ces histoires-là de réalité illusoire, de vide qui construit les choses tangibles, de coexistence de différents niveaux de réel. Putain de truc chinois, quoi. Mais non. Putain de truc chinois. Je suis pas certaine de comprendre grand-chose, hein. Non, donc Mais ça. quand même, il me semble que Confucius était plus sensé. Et, Ah, et Confucius. plus influent, d'ailleurs. Confucius, parlons-en de ce crétin, ce proto-communiste de première. Tu sais que c'est les jésuites qui lui ont donné ce nom. Il était prêt à commercer avec n'importe qui. Ah, Tu me laisses ouais. parler ou quoi? Il était prêt à commercer avec n'importe qui. C'était déjà les plus grandes entreprises du monde. Ces équipes-là, quand ils se sont rencontrés, et regarde le résultat. Ah ouais, C'est eux et leur rencontre, l'origine de ce merdier, dominer son peuple en lui modifiant sa conscience pour qu'il croie à une chose unique et supérieure. Et tu mélanges ça à un commerce agressif dans un monde déjà presque mondialisé. Oh là là, mais tu vas pas me la refaire, Jean. Lao Tzu Oh, tais-toi. était le gentil hippie faisant du yoga et Confucius le méchant léniniste flirtant avec les horribles cathos qui impose C'est des des quotas clichés, d'enfants mais quel pour le bien du cliché, peuple ah. en plus. Eh, Mais c'est moi dingue, aussi je ça. cause. Purée. Non mais on dirait une discussion un dimanche soir à l'ABC tout ça. Bravo. Non mais cette ville quand même, il y a encore des gens Mais n'importe qui pensent que Mao était un grand homme Mais ici, hein, arrête. véridique. Bah bravo, hein, c'est pas possible quand même. Non, et sans leur rencontre là, les jésuites et Confucius, déjà c'est des conneries, parce que les jésuites et Confucius, il y a quand même 20 siècles d'écart, hein, ils n'ont pas vraiment pu ça, se c'est- rencontrer. Mais enfin bref, bah sans eux, il n'y aurait pas de livre par exemple. Il n'y aurait même Alors. pas de papier. Eh, ils seraient dans la merde avec leur kaléidoscope Oh, sans non, papier. non. Alors ça, Non mais, on mangerait pas de pâtes. On pigerait rien à la peinture, au trait, au pinceau, à l'encre. Elle vient de Chine, non? la poudre à canon aussi. Oui, ben c'est pas Lao Tzu avec son buffle et sa transmission orale des choses qu'aurait fait avancer le monde, tu sais. Autant, je sais pas moi, peindre des trucs sur des machins en tout genre et les suspendre en l'air dans ce cas. Papa, non. Je sais pas, créer un spectacle à propos du vide.
dans le sens du vent, comme dirait la haute sœur. Va te faire foutre, quoi, là. Je peux aller, si j'ai besoin d'aller chercher quelque chose dans le sens du vent, dans le sens inverse du vent, ben j'y vais. Puis basta. Et puis le vent, ben c'est quoi? Putain, c'est du vent. C'est quelques particules, évidemment, qui t'en mettent plein la gueule, mais enfin, ça t'empêche pas d'avancer. On n'est pas sur Jupiter à 300 km/h de bazar. On s'en fout. C'est un peu plus pénible quand tu vas dans le sens contraire du vent. Et toutes ces explications toutes faites, et pour moi, la religion, toutes les religions, ces espèces de philosophie à deux balles, orientales, de merde, pour moi, c'est la même merde. C'est rien d'autre que de faire aller les gens dans le sens du vent. Dans le sens du vent. Super, on avait réfléchi. Non, mais c'est du quasi. Ah, super, mais ok, mais putain, on en est là, quoi. On en est là. On en est là. Allez, vous faites fou, tas de connards. Putain. Chaque chose aurait pu se produire de 64 façons différentes. Chaque rencontre, chaque situation, chaque moment dans chaque vie. Les modulations du réel sont infinies. Ces contingences aussi. Bien appartenir à quelqu'un. Ils étaient qui? Ils allaient où? Ils faisaient quoi? L'interdépendance de toutes les choses du monde. Agathe Rinchon levait la Chaux-de-Fonds, 1913. Elle était couturière. Les images s'effacent avant de se figer. Les images sont muables. Olaf Meyer, Taubenlor, la Chaux-de-Fonds, 1948. Il était recouteux. Une direction sans lieu, à la dérive, dans les aléas changeants de la voix. Ulrich Kleinholz, Mulhouse-la-Chaux-de-Fonds, 1857. Ah, il aurait pu être inventeur. Avant d'exister sous cette forme éphémère, il avait parcouru 7,42 fois le tour de la Terre. Mallory, Paris-la-Chaux-de-Fonds, 1936,
Elle était peut-être secrétaire. Entre les oscillations imperceptibles de leur choix se démultiplient les possibilités non réalisées. Vassili Kropotkin, Saint-Pétersbourg, La Chaux-de-Fonds, 1917. On le soupçonnait d'accointance avec les milieux anarcho-trotskistes. 64 hexagrammes dans le livre des transformations. 250 valises dans le ciel. Le hasard des chiffres. On admet que chaque valise a parcouru en moyenne 748 km par voie terrestre. 427 fois 64 égale 27 328 possibilités de destin. Mais il vient 12 427 là. C'est quoi ce chiffre? 427? Oui. C'était écrit dans son texte et puis j'ai appris comme ça. Moi, c'est pas. Ah, ok. S'apprête à s'entrechoquer. Il y a bien un espace vide entre elles, tu crois pas? Une micro-béance, une maxi-fissure. L'univers est presque entièrement constitué de vide, d'impalpabilité. C'est justement ce vide qui provoque ou qui incite le choc. En quelque sorte, j'imagine. La sismologie m'est aussi inconnue que les accélérateurs de particules. Toujours est-il qu'il faut toujours des structures matérielles gigantesques pour dire au final que le vide est le centre de tout. Oui, comme avec leur kaléidoscope là. C'est bien rigolo ces histoires d'auteurs argentins s'inspirant de la philosophie zen. Mais pour expliciter ces choses, il leur faut des échafaudages, des échelles, des structures, comme tu dis. Bon. J'en reviens à cette notion de nœud tellurique suspendu en l'air. Il y aurait, dans les choses visibles et invisibles de ce monde, comme une espèce d'interdépendance entre les forces célestes et terrestres. Les Chinois le pressentaient bien avant les physiciens. Et ça veut dire quoi, hein? Le battement d'aile d'un papillon dans un cimetière à Waraka peut provoquer un tremblement de terre à Séoul qui va engendrer un kaléidoscope à la Chaux-de-Fonds. Non, c'est pas impossible. Tout comme son contraire serait envisageable. Tu veux dire que le kaléidoscope aussi provoquerait des tremblements de terre? Oui, comme un mouvement ondulatoire imperceptible. D'ailleurs, tu remarqueras qu'ils n'ont jamais fait le kaléidoscope à Bâle. Hein. Pourquoi Bâle? Tu ne pas soudainement qu'il serait brillé à Art Basel avec un truc pareil? Non, ça t'oublie, mais... Non, ce que je veux dire, c'est que Bâle se situe pile au-dessus de la plus grande faille sismique d'Europe. La ville a été entièrement détruite il y a 700 ans. Puis ils n'ont jamais fait le kaléidoscope à San Francisco ou au Japon, ou dans un de ces trucs où il y a des tremblements de terre, tu vois. T'as déjà entendu parler des secousses fantômes, aussi appelées séismes lents? Les secousses fantômes, non. L'année passée, un tremblement de terre de ce type aurait duré 50 jours en Turquie. Sans que rien ni personne ne le sente. Eh ben justement, c'est imperceptible, impalpable. Tu voudrais dire alors qu'il y aurait une espèce de substance cosmique engoncée dans les profondeurs du monde? Bon ben, c'est pas impossible. Très beau, ça. Tout comme le contraire serait envisageable. Toujours est-il que des sismologues mexicains seraient sur le point de prouver la transformation de ces secousses éclairées en tremblements de terre bien réels et mesurables dans leur magnitude. Eh ben, on n'a rien sans rien. Ouais. On n'a rien sans rien. Rien du tout. Que dalle. Nada et nada. Attends, je suis presque prête.
Kleinholz débarqua à la Chaux-de-Fonds en mai 1857. En plein dans la fête de mai. C'est ça, le jour de la fameuse fête qui consistait en une sorte d'exposition des créations fabriquées par les paysans horlogers durant les rudes hivers. À cette époque, la ville était en pleine expansion, une terre protestante, consciente de la valeur du travail tout en gardant une indépendance farouche. L'endroit idéal pour développer son invention, pour la commercialiser, la breveter. Ulrich imagine déjà l'enseigne de son entreprise qui deviendrait fameuse. Kleinholz et compagnie, Ouais, c'est bien Kleinholz. pour que plus rien ne tombe. Son invention donc, des pinces en bois avec une rainure centrale assez courte et légère, bien que solide, elles permettent de garder ses draps, ses pantalons ou tout autre habit solidement sur les cordes pendant le séchage. Fini les nœuds qui détériorent les tissus, le vent qui fait tomber les draps propres dans la terre séchée. Non, fini ça. Ulrich arriva à la Chaux-de-Fonds avec 2 valises remplies de ces objets inconnus. Mais il s'agissait d'aller vite. Hein. Du tintamarre de la révolution industrielle jaillissent une myriade d'inventions permanentes. C'était le siècle du chemin de fer, de la photographie. Et Ulrich avait fermement décidé qu'il ne serait pas le Niepce des pinces à linge. Pauvre Ulrich. Coupé. Si la pince à linge a certainement été inventée par une communauté protestante dans le sud de l'Angleterre autour de 1834, elle s'est ensuite développée au même moment, mais à différents endroits du globe, notamment en Bavière et en Pennsylvanie. Vous voyez? Environ 197 demandes de brevets auraient été déposées au cours du 19e siècle. 197. 197 197 Ouais, bah, calme-toi. pour les visiteurs. Aveuglés. Ça c'est triste. Aveuglés par la réussite individuelle. Peu d'Occidentaux réalisèrent que cette invention, comme tant d'autres, n'était qu'une duplication sans âme et sans magie d'un objet existant depuis toujours. Mais précisément, elles viennent d'où les pincettes? Je veux dire, qui c'est qui les fabrique?